Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un jeune, il est étudiant, un tribun, un meneur d'hommes. Il est le secrétaire général de la toute puissante FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Il est perçu comme le nouveau souffle de cette organisation après la crise politique qu'a connue ce pays. Assis, Fulgence Assis, pour les intimes, AFA. Il est l'invité de ce numéro de Surface de Vérité. Bienvenue dans le fauteuil blanc. Merci à vous. Merci de répondre à notre invitation. Alors, la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, d'hier à aujourd'hui, on sait que ça a été créé dans les années 90, de Alexis Koné à Martial Laipo jusqu'à vous aujourd'hui. Alors, comment vous avez apprécié l'évolution de cette structure scolaire et estudiantine depuis toutes ces années? Merci, je voudrais encore vous dire merci. Et revenant à votre question, je peux vous dire que notre appréciation de l'évolution de notre organisation fonctionne des réalités auxquelles s'est confrontée notre organisation. Il faut dire qu'en 90, nos aînés n'ont pas eu la facilité de créer cette organisation parce que, bien évidemment, nous étions dans une période où donner son avis sur la gestion de l'école était une chose interdite. Et donc, c'est dans les années 90 que Alexis et Aipo Martial, qui fut le premier secrétaire général reconnu de la Fédération estudiantine et scolaire, que ces aînés-là se sont organisés pour défendre l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. L'outil, la FESI, c'est comme perçu par le pouvoir comme un outil politique de l'opposition. Non. Sur le campus. Faut dire que je dirais que c'est une perception qui n'est pas juste, qui est une perception fausse, parce que en réalité, ce qui amène nos autorités à croire que notre organisation est une organisation qui est manipulée ou bien qui est à la solde de l'opposition, c'est le fait que nous, en tant qu'organisation, en tant que membres de cette organisation-là, nous décrions un certain nombre de faits qui ne sont pas appréciés par la communauté estudiantine. Et donc, quand vous voyez que dans une société, que des personnes décrivent des situations ou bien qui s'attaquent à certaines décisions étatiques, vous voyez que l'autorité voit en ces personnes-là comme des personnes qui sont proches de l'opposition. Parce qu'à l'époque, justement, on a cru tout de suite que la FESI est venue pour combattre le pouvoir d'Houphouët-Boigny, parce qu'en face, il y a eu effectivement cette union des scolaires et étudiants du PDCI-RDA. Bon, d'abord, il faut dire que la FESI est née en 90, mais avant 90, il y avait une organisation qui était l'appendice du PDCI. Et donc, c'était le MEICI, le Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et cette organisation était à la solde du PDCI. Et bien avant 90, vous savez que c'était le seul parti, le PDCI, qui agissait pour le compte de l'État. Et donc, vous voyez que dans ce contexte-là, quand une autre organisation voit le jour et que cette organisation prend sur elle la responsabilité d'engager certaines actions pour les meilleures conditions de vie des élèves et étudiants, vous convenez avec moi que ça vient déranger ce qui est perçu comme la chose traditionnelle, comme la chose qui ne devrait pas, en tout cas, être critiquée ou bien qui ne doit pas avoir, où on ne doit pas avoir des manifestations au sein de l'université pour pouvoir protester contre les mauvaises conditions de vie d'alors. Et donc, ce qui a amené certaines autorités à croire que notre organisation était à la solde des hommes politiques. Or, c'est faux. C'est faux. Alors, c'est que justement, cette branche politique, il y en a qui s'étaient affichés clairement à l'époque, comme Kouadio Kona Bertin, qui était effectivement de ce mouvement estudiantin du PDCI RDA. Ils se sont affichés, mais de leur côté, ils avaient l'impression qu'en face, la FESI, en vérité, c'était des acteurs politiques déguisés à la sorte de l'opposition, justement. Mais ce que je vous dis, c'est simple. Vous avez un mouvement d'étudiants qui est, lui, à la solde du PDCI qui est au pouvoir. Et en face, il y a une nouvelle organisation qui naît. Et cette organisation vient pour s'attaquer aux problèmes, à certaines difficultés que connaissent les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et du coup, ceux qui sont restés, qui ont été longtemps encensés par le pouvoir, réalisent qu'il y a un autre son de cloche. Et du coup, ceux-là sont
se précipitent tout de suite devant les autorités et disant, et ces personnes-là étaient obligées de dire à ces autorités-là que voilà des nouvelles personnes qui sont sur l'espace universitaire, qui sont à la sorte de l'opposition pour pouvoir, en tout cas, créer un dysfonctionnement du système éducatif. Sinon que ce sont des aperçus, je dirais que c'était légitime en son temps, parce que personne ne veut perdre son territoire. Parce qu'on l'a vu dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas forcément joué le bon rôle. À un moment donné, on a même qualifié la FESI de milice. Non, mais il faut que je puisse recadrer les choses. Voyez-vous que notre organisation est une organisation citoyenne. Et dans nos tests, il est inscrit que nous devons nous attaquer à toute forme de manifestation pouvant créer des difficultés à la formation de la jeunesse estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Et vous voyez qu'en 2002, une rébellion éclate. Nos tests disent que dans de telles conditions, il va falloir qu'on prenne position pour la Côte d'Ivoire. Et donc, les élèves et étudiants, à travers la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, étaient dans le rôle de défendre la nation. Convenez-vous, il faut comprendre qu'en 2002, plus de la moitié du territoire ivoirien était coupé, était aux mains de la rébellion. Et ça contraint un grand nombre d'élèves à ne plus poursuivre les études. Vous convenez avec moi que de Boaké jusqu'à Korogo, il n'y avait plus d'école qui était ouverte. Et donc, dans de telles conditions, voulez-vous que nous prenions parti pour la rébellion? Nous disons non. Nous ne pouvons pas accepter. Vous faites preuve de neutralité, non? On ne peut pas faire preuve de neutralité face à une organisation qui empêche un grand nombre d'élèves d'aller à l'école. Convenez-vous avec moi que si aujourd'hui une telle situation arrive en Côte d'Ivoire, on serait obligé de prendre position pour la République. Et donc nous sommes dans notre rôle, nous avons joué notre rôle clairement, et donc nous sommes prêts à assumer les conséquences de ce qui s'est passé. Sinon que nous n'avons jamais joué un rôle politique au niveau de la Côte d'Ivoire. La politique dans nos universités, comment vous la voyez? Bonne ou mauvaise? Nous sommes une organisation apolitique, et donc nous disons non à la politisation des universités. Mais le syndicalisme estudiantin, c'est quand même ce cadre-là de formation politique, non? Oui, mais le cadre de formation politique, c'est un cadre syndical qui amène les élèves et étudiants qui militent dans ces organisations à avoir une bonne connaissance des grands mouvements politiques. Mais ça ne vient pas faire le lit des associations politiques. Ça devrait parler des partis politiques. Ça devrait être l'antichamp de la politique. Ça veut dire que naturellement, quand on a été pendant longtemps militant, un syndicat très actif dans un syndicat estudiantin, après le campus, il faut bien peut-être franchir le pas vers la politique. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'intéresse. Vous dites après le campus. C'est-à-dire que vous avez une base. La formation syndicale vous amène à avoir des prérequis pour aller dans une démarche politique ou dans des partis politiques. Donc, après l'université, vous êtes libre d'aller dans toutes les organisations politiques de votre choix. Mais nous n'en acceptons pas qu'au sein de l'université, nous fassions le lit d'une association politique. Voilà notre position. La FESI a pendant longtemps quand même été un creuset, non, de formation politique. La preuve, beaucoup de vos cadres après se sont retrouvés sur la scène politique. Effectivement. Un cadre creuset de la formation politique, mais nous n'avons pas fait de cela un cadre pour des associations politiques appelées partis politiques. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on vous donne les prérequis pour aller en politique. Mais on ne vient pas ici, et comme je prends le cas de la Côte d'Ivoire, de dire que l'université d'Abidjan est l'université du FPI, l'université du RDR, l'université d'un parti politique. Mais déjà, du fait que vous appartenez à cette organisation appelée la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, vu la formation que vous avez, vu les démarches que vous entretenez, ça vous donne des prérequis pour sortir de l'université et en tout cas vous engager dans toutes les organisations politiques de votre choix. Alors, la preuve, vous convenez avec moi que tous les anciens de notre organisation sont dans divers partis politiques. Justement. Nous avons Aipo Massia qui a lui-même un parti politique. Nous avons Eugène Dieu qui est membre du FPI. Nous avons Blé Guirao qui est membre de l'UDPCI. Nous avons Soro Guillaume qui désormais, hier, qui était membre du RDR, aujourd'hui, qui a créé un comité politique. Nous avons Blé Goudé qui lui-même a créé un parti politique. Nous avons, d'autres, Serge Kofi qui n'a pas encore un parti politique, mais voilà.
Guillaume Soro, justement, qui a géré donc, la FESI de 95 à 98, Blé Goudé de 98 à 2000. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est la génération FESI qui est aux commandes aujourd'hui et qui pourrait effectivement gérer la Côte d'Ivoire? Non, la génération FESI dans un coup de délai. La génération FESI n'est pas au pouvoir. Aujourd'hui, elle est bien positionnée et véritablement, elle entend conquérir le pouvoir d'État. Mais c'est normal que cette génération d'anciens militants de l'organisation puisse occuper des responsabilités au sein du gouvernement ou au niveau de l'administration. Visiblement, c'est l'un de vos objectifs, non? Après, pouvoir faire en sorte que tous ces cadres de la FESI puissent un jour, effectivement, briguer la magistrature suprême. Mais nous n'allons pas interdire cela. Convenez avec moi, quelle est la plus grande joie de voir un de tes anciens membres de ton organisation être nommé ministre ou bien qui occupe un poste de responsabilité? Nous ne pouvons pas interdire cela. Mais en même temps, nous disons que notre rôle en tant qu'organisation d'étudiants, moi qui suis secrétaire général national de la FESI, je ne m'intéresse pas à ce genre de débat parce que pour moi, il va falloir que notre organisation ait une démarche circonspecte sur les réalités des élèves et étudiants afin de mener à bien mon mandat. De façon souterraine, la FESI soutiendrait, par exemple, une candidature de Guillaume Soro? La FESI ne peut pas soutenir la candidature d'un politique parce qu'il est interdit dans nos tests de prendre position pour des hommes politiques. On sait que les choses se fassent généralement en coulisses. Ah bon, mais là, il faut que d'autres démarches... Ça vous arrangerait qu'il y ait un ancien FESI à la tête de la Côte d'Ivoire? Il comprendrait mieux les problèmes des étudiants. Mais je dis que déjà, au sein du gouvernement, il y a des anciens membres de la FESI. Et donc, mais à la magistrature suprême, on pourrait plus influencer la gouvernance éducative. Notre intérêt, c'est que l'école se porte bien. Vous comprenez? Et donc, nous n'allons pas nous donner cette difficulté-là à chercher forcément qu'un membre de notre organisation soit à la tête du pays. Mais on ne va pas aussi empêcher qu'un membre de notre organisation soit à la tête du pays. En Afrique aujourd'hui, on parle un peu partout de changement générationnel. Il y a cette vieille génération de politique qui est en train de partir. Il faut bien effectivement opérer ce changement générationnel. Pour vous, c'est le moment pour la Côte d'Ivoire, 2020 peut-être? Moi, pour répondre à votre question, je voudrais m'appuyer sur la déclaration du président de la République, même qui dit qu'il souhaiterait, après lui, que ce soit une nouvelle génération qui dirige le pays. Et donc, si des hautes autorités de notre pays constatent qu'il est aussi important qu'une nouvelle génération dirige le pays, je pense que pour nous, ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord, on en revient là. Le Gozinango, c'est comme ça qu'on vous appelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, le Gozinango, c'est un sobriquet qui m'a été donné lors d'un déplacement que nous avons eu à Daloa, et qui est une contrée de la Côte d'Ivoire pendant que nous étions en mission. Et le chef du village, vu mes démarches, vu le travail que j'abattais dans sa circonscription, a voulu bien m'appeler Gozinango. Ça veut dire celui qui prend toujours le dessus sur tout obstacle. Le dessus sur tout obstacle. Effectivement. Et votre combat, c'est de faire en sorte effectivement que les universités africaines triomphent. Vous êtes à Ouagadougou justement dans ce cadre-là de la CESA, la Confédération étudiantine et scolaire d'Afrique. De quoi s'agit-il? La Confédération étudiantine et scolaire d'Afrique est une plateforme des associations des élèves et étudiants d'Afrique. Nous sommes une plateforme qui regroupe 37 pays d'Afrique. Et nous travaillons à unir toutes les organisations d'étudiants puisque nous avons fait un constat. Nous vivons les mêmes égalités dans nos différents États. Et au nom de ce qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans un système éducatif qui est le système LMD, nous sommes dit qu'il fallait nous-mêmes nous réunir au sein d'une plateforme afin de défendre nos intérêts et de faciliter la mobilité étudiante dans nos différentes universités. Et ce qui nous a permis de nous organiser au sein de cette plateforme-là. Et aujourd'hui, je suis là pour échanger avec mes collaborateurs d'ici. Et c'est qui vos répondants ici? Ici, il y a la FUNEB, il y a la FCBF et il y a toutes les organisations d'étudiants ici sont membres de la Confédération étudiantine et scolaire. Et ce que je peux vous dire,
le numéro 2 de la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique est un Burkinabé, et c'est le camarade Yamego Bruno. Et donc, je suis là pour échanger avec lui afin de préparer d'autres missions à l'international. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, hein, les problèmes des universités africaines, on pourra dire c'est pratiquement les mêmes. Hein. Les crises des universités africaines, c'est les mêmes réalités. Et il y a effectivement ce système LMD qui est appliqué depuis quelque temps, c'est quand même une application calamiteuse. C'est tellement juste ce que vous le dites, c'est tellement juste ce que vous venez de dire que moi, je suis amené à appeler tous les chefs d'État à imposer à leur ministre des tutelles d'organiser des états généraux du système LMD. Justement, c'est l'appel que vous avez lancé le 6 mars dernier, justement. Effectivement. À travers une lettre ouverte au président de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Parce que nous avons fait un constat, nous réalisons que depuis que le système LMD a été imposé à nos États, nous avons senti qu'il n'y a pas une adéquation entre ce système-là et les réalités de nos pays. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui? La situation en Côte d'Ivoire est pareille à celle du Burkina Faso. Vous convenez avec moi que nous avons un système LMD qui, aujourd'hui, est handicapé en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas une bonne capacité d'accueil des étudiants. Nous avons absence de couverture Wi-Fi. Nos universités ne sont pas couvertes par Internet. Or, le système LMD impose que 60% de la formation soit faite par l'étudiant. Et 60% de la formation qui est faite par l'étudiant est faite à partir d'une base de recherche. Or, si nous n'avons pas accès à Internet, il est difficile pour nous de faire de la recherche. Nous n'avons pas de bibliothèque virtuelle parce qu'aujourd'hui, pour que le système LMD soit un système pertinent, il va falloir que nous puissions faire de la recherche dans des bibliothèques numériques. Et il n'y a aucune bibliothèque numérique en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est difficile pour nous d'aller dans les bibliothèques traditionnelles, là où encore il n'y a pas de matériel. Voilà, il y a des ouvrages qui sont vieillissants et donc il est difficile pour nous d'avoir une bonne recherche à travers les bibliothèques traditionnelles. Il y a des laboratoires aussi qui ne sont pas équipés et selon les aspirations des UFR, vous comprenez. Et donc, vous comprenez que toutes ces réalités-là font que nous sommes certes dans un système LMD, mais qui est handicapé. Et il y a même par moments que des UFR n'ont pas la chance de permettre à des étudiants de Master 1 de faire le Master 2, vous comprenez. Et donc, voilà toutes ces réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et je pourrais dire qu'il y a question, il y a obligation pour tous les États africains d'aller à des états généraux du système LMD afin de les tropicaliser. Le mot n'est pas trop fort, mais de permettre que les réalités auxquelles les États sont confrontés puissent en tout cas être taillées selon le principe du LMD. Parce que là, c'est une réalité triste. Dans les universités publiques du Burkina, par exemple, il y a ces années qui se chevauchent, des étudiants qui passent pratiquement 5 ans en année de licence. C'est extraordinaire. Mais vous convenez avec moi que quand la capacité d'accueil des universités n'est pas proportionnelle au nombre de nouveaux bacheliers, vous voyez que forcément, il y aura des difficultés de programmation. Et quand il y a des difficultés de programmation, il y a aussi les laboratoires qui, par moment, ont besoin que des recherches ou bien des analyses soient faites. Mais quand tout ça n'est pas réuni, bien évidemment, on ne peut pas avoir une année académique pour 9 mois. On ne peut pas avoir 9 mois, on ne peut pas faire 9 mois pour une année académique. On est obligé d'aller au-delà des 9 mois. Et c'est un peu partout. Vous allez dans plusieurs capitales d'Afrique, vous allez voir que les années académiques se chevauchent. En Côte d'Ivoire, nous faisons plus de 12 mois pour une année académique. Vous comprenez? Et donc, c'est une réalité auquel il faut s'attaquer. Et cela a un impact, non, considérable sur la qualité de l'enseignement, non? Bien évidemment. Vous convenez avec moi qu'un étudiant qui, lui, pensait qu'il allait prendre 9 mois pour une formation, qui se retrouve 36 mois après dans le même niveau d'études, vous convenez avec moi que d'abord, il y a un risque d'abandon.
Il y a un risque d'abandon. L'étudiant peut abandonner ses études. Et aussi, il y a d'autres éléments qui pourraient en tout cas décourager l'étudiant, comme les questions des bourses, la question des bourses, puisque la question des bourses est fonction de certaines réalités, certains critères. Et donc, il y a ces éléments. Et puis aussi, il y a certains étudiants qui aspirent à aller dans une démarche de mobilité étudiante, d'aller dans d'autres universités pour continuer leur formation. Mais si il n'y a pas une bonne programmation des cours et que l'année n'est pas encore finie dans ton pays d'origine, et ça sera difficile pour toi d'aller dans un autre pays pour continuer les cours. Il y a aussi la question des ressources humaines, notamment les enseignants, en nombre assez suffisant pour l'encadrement des étudiants. La preuve, récemment aussi, c'est aussi les conditions. En Côte d'Ivoire, il y a eu ce mouvement des enseignants. Oui, faut aussi revenir sur cette question, puisque aussi, chaque jour que Dieu fait, nos enseignants se plaignent de certaines conditions de vie, mais en même temps, il y a aussi un faible taux de recrutement pour les enseignants, parce qu'il y a des universités, des UFR où il n'y a pas d'enseignants. Et donc, il va falloir qu'on s'attaque à tous ces éléments-là pour qu'on ait un système bien huilé qui puisse nous permettre d'avoir une bonne formation et qui puisse permettre à nos différents États d'amorcer l'émergence souhaitée par nos politiques. Et pour vous, quand vous parlez d'état généraux du système éducatif, comment réformer effectivement nos systèmes éducatifs pour qu'ils soient performants et qu'ils mettent à la disposition donc, du marché de l'emploi des hommes de qualité? Et moi, je pense qu'il faut appeler à des états généraux et ces états généraux doivent pouvoir regrouper les chefs d'entreprise, regrouper les enseignants, les étudiants et même, je pourrais dire, nos chefs coutumiers, parce que nous sommes dans une société et certaines formations doivent pouvoir prendre en compte les réalités de nos communautés, vous comprenez. Et donc, je pense que ces états généraux doivent pouvoir réunir tous les acteurs du système éducatif et des personnes extérieures comme les chefs des communautés et les chefs d'entreprise. Je le dis parce qu'on ne peut pas avoir un bon système éducatif sans tenir compte de la demande en termes de recrutement dans les entreprises privées. Or, s'il y a une complicité entre les chefs d'entreprise et le monde universitaire, c'est sûr que nous allons avoir des formations taillées selon la demande des chefs d'entreprise. Et puis, bien évidemment, quand les étudiants seront formés, ils pourront rapidement avoir accès à ces entreprises-là. Et donc, moi, je pense qu'on a besoin de cela. On a besoin aussi de tenir compte de certaines réalités de nos États. Et vous voyez que dans certains États, chaque année, il y a plus de 100 000 nouveaux bacheliers. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Chaque année, il y a plus de 100 000 nouveaux bacheliers. Et 100 000 nouveaux bacheliers, vous convenez avec moi qu'aucune université d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire ne peut, en tout cas, recevoir les 100 000 nouveaux bacheliers. C'est pourquoi il faut développer l'enseignement privé aussi. Oui, développer l'enseignement privé. Et le cas, l'État s'active à développer ce secteur-là. Mais pour moi, il va falloir qu'on puisse trouver un autre mécanisme. C'est dire de construire des grandes écoles, vous voyez, des grandes écoles publiques, comme l'INPHB de Yamoussoukro. Il faut en construire un grand nombre, ou bien permettre que des universités, au sein des universités, il y ait des grandes écoles à la dimension de l'INPHB, de sorte à former des étudiants... Des filières professionnelles. Des étudiants dans des filières professionnelles, des filières coûtes, vous comprenez. Et donc, c'est important. Parce que tous ceux qui vont à l'université ne veulent pas forcément faire la recherche. Vous convenez avec moi. Et donc, si dans nos universités, il y a des formations professionnelles, ça va permettre à certains étudiants qui sont affectés dans ces universités-là de finir avec la licence et d'avoir la possibilité d'avoir un emploi et de poursuivre après les études quand ils désireront revenir pour faire la recherche. À Ouagadougou, à l'université de Ouagadougou, par exemple, il y a des filières dites professionnalisantes, mais ça ne résout pas forcément le problème. Je vous rappelle qu'aussi, au Burkina, il y a déjà eu les états généraux de l'enseignement supérieur, du système éducatif, de façon globale d'ailleurs, mais les problèmes restent entiers. Non. Vous voyez, la difficulté de nos États, une fois sortis des états généraux, il n'y a pas de suivi. Je pense qu'il faut appeler
à des états généraux et à partir de cela, mettre en place un comité de suivi qui soit toujours prêt à pouvoir veiller à l'exécution des décisions qui ont été arrêtées dans les états généraux. Mais posez-moi la question de savoir quel est le comité de suivi des états généraux passés, mais je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que le problème, c'est le diagnostic? Les problèmes de nos universités sont connus, c'est peut-être un problème de volonté politique, tout simplement. Avoir le nombre de budgets, avoir le budget voté par nos chefs d'État pour le système éducatif, je ne pourrais pas me permettre d'accuser nos chefs d'État, mais je dirais qu'il va falloir qu'il y ait plus de priorité, qu'on donne plus de priorité au système éducatif. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la souveraineté d'un État, c'est aussi l'éducation. Et donc, il va falloir que les présidents de nos États puissent prendre cette question-là au sérieux et se donner les moyens de suivre les décisions qui sont sorties des États généraux ou des grandes rencontres et qui regroupent les acteurs de l'éducation, voilà, sur des thèmes qu'on connaît, comme la performance des universités, comme la réorganisation des systèmes éducatifs. Il va falloir qu'il y ait des comités qui puissent suivre cela à la lettre. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a vu qu'avec l'arrivée de Ouattara au pouvoir, il y a eu quand même des efforts, non, de salubrité au sein des universités publiques. Il y a eu un travail, il y a eu un effort qui a été fait, non? Oui, nous saluons les efforts de salubrité, comme vous le dites. Et pour un universitaire, ce n'est pas les efforts de salubrité qui comptent. Ce sont les bibliothèques, ce sont je dirais, les salles spécialisées, vous comprenez. Et donc, tant qu'il n'y a pas de salles spécialisées équipées, tant qu'il n'y a pas un grand nombre d'amphis pour accueillir les étudiants, même le cosmétique ne pourra même pas permettre à l'étudiant d'être à l'aise. Convenez-vous avec moi qu'on peut injecter 1000 milliards dans le cosmétique, mais tant que ça ne touche pas du point, et ça ne touche pas les réalités auxquelles nous sommes confrontés, c'est-à-dire le logement, c'est-à-dire la bourse, c'est-à-dire les amphithéâtres, les salles spécialisées, c'est sûr que nous serons toujours obligés d'être dans des démarches de revendication. Or, il n'est pas juste qu'on puisse investir de grosses sommes et puis encore que nous soyons toujours en train de faire encore des revendications. On parle justement d'infrastructures, de saturation. Pour ce qui est de l'Université de Cocody, il faut admettre quand même que, de par le passé, c'est quand même une véritable... excusez-moi du terme, c'était pas si... on a affaire à une université où des gens passent le clair de leur temps, ont pratiquement dépassé l'âge d'être à l'université. Ils sont toujours sur le campus, occupant des places, alors qu'il y a des jeunes qui arrivent. Non, il fallait faire un travail d'assainissement à ce niveau. Non, mais c'est fait. Nous saluons ce travail qui a été fait. Vous comprenez, nous saluons cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà de cela, il y a des réalités auxquelles le gouvernement doit encore s'attaquer. C'est en cela que nous disons merci, parce qu'il y a eu des efforts. Mais en même temps, ces réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui doivent trouver des réponses. Vous comprenez? Et donc, nous ne faisons pas une comparaison. Voilà, nous disons que des efforts sont faits, mais il va falloir qu'on continue dans les efforts, que des problèmes qu'on connaît, que ces problèmes trouvent des solutions. Le véritable problème de l'université ivoirienne aujourd'hui, c'est quoi? Il y a un véritable problème d'infrastructure. Il faut dire qu'il y a une insuffisance de salles, ou même de ne pas dire une insuffisance d'infrastructures d'accueil. Les bibliothèques sont encore à l'étape traditionnelle. Nous avons besoin qu'on ait des bibliothèques équipées. Nous avons besoin d'avoir des laboratoires aussi équipés. Comprenez que nous avons aujourd'hui un système LMD qui impose plus de la recherche. Et donc, quand vous avez des salles spécialisées équipées, ça permet à l'étudiant de faire de la recherche et d'avoir des résultats. Moi, je suis en économie et développement et il y a des recherches à faire. Tant qu'on n'a pas un bon laboratoire, pour nous, un laboratoire du système des sciences sociales ouvert pour qu'on puisse faire véritablement de la recherche, ça sera difficile. Vous prenez le cas des UFR de langue. Il n'y a pas de salle d'écoute, vous comprenez, c'est difficile. Mais il y a lieu de reconnaître que des efforts ont été faits.
nous disons simplement qu'à l'État de Côte d'Ivoire de continuer dans les efforts et de permettre que tous les problèmes que nous citons chaque jour que Dieu fait, que ces problèmes trouvent solution. C'est pour le bonheur de l'ensemble des élèves et étudiants du Côte d'Ivoire. L'autre débat aujourd'hui dans nos universités aussi, c'est faut-il continuer à développer des filières littéraires, justement parlant de cette question d'adéquation entre la formation et l'emploi. Je peux vous dire que toutes les sciences sont bonnes. Et maintenant, il y a lieu de transformer, de revoir les maquettes. Moi, j'ai fait une proposition que je peux vous le faire. Vous savez, nos camarades qui sont dans les UFR de langue, je prends spécialement l'anglais, convenez-vous avec moi que l'anglais est une langue qui est recherchée ou bien qui est plus parlée dans le monde. Et vous savez aussi que le marketing est aujourd'hui une science transversale qui permet à certains étudiants formés sortis des établissements en marketing d'avoir un emploi ou bien même de créer d'autres emplois parce qu'à partir de cette science-là, nous arrivons à diagnostiquer et à connaître les besoins des sociétés. Vous convenez avec moi. Et donc, au lieu d'avoir un département d'anglais qui puisse former seulement des étudiants pour faire l'enseignement ou bien pour l'interprétariat, je pense que si on intègre le marketing, ça permettra à ces étudiants de sortir de cette UFR-là ou de ce département-là avec une plus-value qui permet à ces étudiants d'aller en entreprise, dans des entreprises privées et puis d'avoir une chance d'avoir un emploi. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sortent du département d'anglais, ils ont seulement deux choix. Soit de faire de l'interprétariat ou bien d'aller faire de l'enseignement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est en cela que je dis qu'il faut revoir les maquettes pédagogiques, il faut faire des états généraux pour corriger tous ces éléments-là, de sorte que toutes les sciences qui sont enseignées dans nos universités, que ces sciences-là puissent rester vives et que ces sciences-là puissent apporter des réponses aux problèmes de la société. Les universités, c'est d'apporter des réponses aux problèmes de la société. Et donc, il y a tellement de problèmes. Chaque département peut apporter une réponse à des problèmes de la société. Et donc, moi, je ne pense pas qu'il y a lieu de faire un tel débat. Il y a lieu de revoir les maquettes pédagogiques, de les adapter selon les situations du moment. Parlons de gouvernance orientée jeunesse. Pensez-vous que le président Ouattara a une véritable politique de la jeunesse? Aujourd'hui, il y a un ministre jeune de la jeunesse qui est nommé. Nous observons et nous pensons que il y a besoin que plus d'actions soient menées pour cette jeunesse ivoirienne. Parce qu'il a organisé très récemment, en janvier dernier, les États généraux de la jeunesse. C'est peut-être la preuve qu'il tient à cette jeunesse. Et des États généraux tenus sur le thème « La jeunesse ivoirienne au centre du nouveau pacte social ». Oui, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'organisation de ces assises, mais je pense que ce qu'il y a lieu de faire, pour moi, il y a lieu de travailler beaucoup plus sur la formation de toute cette jeunesse-là. Parce qu'en réalité, même cette jeunesse qui n'a pas eu la chance d'avoir une formation académique, une formation diplômante, elle doit pouvoir recevoir une autre formation qui lui permettrait d'avoir la chance de créer des entreprises ou bien de pouvoir avoir une chance d'une entreprise. Mais tant que cela n'est pas fait, il y aura plusieurs assises, mais on sera toujours en train de se réunir sans qu'on ait des propositions concrètes pour cette jeunesse ivoirienne. Et donc, moi, il y a lieu d'axer toutes les politiques de la jeunesse autour de la formation et de créer aussi des dispositions pour permettre à cette jeunesse de pouvoir elle-même créer de la richesse en créant des entreprises. Je prends un exemple concret. Il y a le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. 180 jeunes formés et les projets justement de ces jeunes-là ont généré quelques 600 emplois. C'est des exemples concrets. Oui, mais je pense que je ne vais pas donner mon opinion sur cela, mais je dis qu'il faut encore continuer. Moi, je pense que si ces jeunes-là sont toujours en train d'être formés dans certaines écoles, ça permettrait que ce chiffre-là soit multiplié par 10 ou par 20. Donc, ma position est claire, il va falloir qu'on puisse accentuer la politique de l'État sur la jeunesse autour de la formation. La formation, c'est aussi quel type de formation? Former des jeunes
qui vont chercher de l'emploi ou alors aussi amener les jeunes à créer des emplois. Je crois que c'est aussi cette dynamique-là aujourd'hui qui est engagée au niveau des chefs d'État. Il faut voir que ce qui est triste, c'est que longtemps nous avons été formés dans les écoles pour avoir des diplômes, c'est-à-dire ce sont des formations diplômantes. Et moi, je veux bien qu'il faut aller dans la formation professionnelle et au-delà même de cela, il faut aussi intégrer dans nos maquettes pédagogiques depuis le premier cycle, c'est-à-dire secondaire et autres, permettre qu'il y ait des filières ou bien des maquettes ou bien des modules de l'entrepreneuriat, vous comprenez. Tant que nous n'allons pas avoir des modules de ce type-là, ça sera difficile pour nous. On sera formés, à avoir une bonne connaissance des théories, mais vers la fin, ça sera difficile pour nous de pouvoir avoir une insertion ou bien de nous-mêmes créer de l'emploi. Moi, je pense que dans toutes les maquettes pédagogiques, il faut intégrer l'entrepreneuriat, qui est un module qu'il faut enseigner à partir des lycées et collèges, et même, je peux dire, à partir même du primaire, et permettre que ces jeunes aient une véritable culture d'entrepreneuriat. Ça va permettre, à la suite, après la formation diplômante de la formation professionnelle, de permettre à ces jeunes-là de s'installer à leur propre compte et de créer de la richesse pour eux-mêmes et pour l'État. Pour eux et pour l'État, et encore faut-il que ces jeunes même s'assument. Effectivement. Et pour nous, il faut que cette jeunesse puisse s'autodéterminer. Et c'est très important, une jeunesse formée qui n'arrive pas à s'autodéterminer au plan politique ou dans différents secteurs d'activité, c'est une jeunesse qui sera inutile. Nous avons eu la chance dans nos différents États d'avoir la formation et de permettre aussi qu'on soit assisté par certains, par le gouvernement, par tous les gouvernements. Et donc, c'est à nous, désormais, de nous assumer et de nous autodéterminer selon les secteurs dans lesquels nous nous sentons à l'aise. C'est en cela que nous avons créé cette plateforme de la jeunesse et nous avons invité cette plateforme, nous avons invité toute cette jeunesse-là à croire en elle. Parce que l'une des âmes de tout développement part de l'engagement personnel. Or, l'engagement personnel, c'est d'abord la confiance en soi, c'est d'abord la foi en ses engagements. Et je pense que notre nouveau rôle dans cette plateforme, c'est d'inciter cette jeunesse-là à avoir confiance en elle et à s'assumer pleinement à travers des valeurs que nous assumons, que nous partageons. Nous disons qu'il faut que nous puissions créer de la richesse pour nos États, que nous puissions être des personnes, des jeunes citoyens qui puissent en tout cas travailler pour la construction des nations fortes. Mais c'est ça tout le paradoxe. Une jeunesse numériquement forte qui a le pouvoir, mais qui malheureusement n'arrive pas véritablement à prendre son destin en main. Non, mais je pense que tout est culturel. Nous avons fait un constat, nous avons fait le diagnostic et nous avons compris maintenant que c'est parce qu'il n'y a pas une bonne formation de la jeunesse à ce niveau-là. C'est en cela que nous sommes dit que désormais, il va falloir que toute cette jeunesse s'engage à occuper les premiers rangs. Nous ne disons pas que ce n'est pas pour nous l'occasion de créer des remous ou bien de dire à la jeunesse et de chasser nos aînés. Nous disons qu'auprès des jeunes et auprès des aînés, il est question pour nous d'apprendre d'abord, de nous assumer et de demander aussi aux aînés de nous donner des postes de responsabilité afin que nous-mêmes nous puissions aussi extérioriser les valeurs que nous avons et la formation que nous avons. Et tant que cela n'est pas fait, c'est sûr que, bien évidemment, si les aînés ne sont plus là, ça sera difficile pour nous d'assumer la responsabilité qui nous sera imposée. Vous convenez avec moi. Et donc, c'est dans une démarche d'inviter la jeunesse à plus s'engager. Et permettez-moi de dire quelque chose. Vous savez, quand nous avons créé cette plateforme, des gens ont cru que nous sommes en train de nous engager encore à créer des remous et à pouvoir en tout cas nous opposer à des gens. Nous disons non. Nous avons dit que notre signature, nous disons, nous allons nous imposer dans le processus de développement. Et donc, nous invitons tous les jeunes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs à s'imposer dans le processus de développement de leur nation. Et ça commence par s'engager dans la voie des urnes, c'est-à-dire déjà à impacter les résultats des urnes, de sorte à justement à faire changer la donne. Effectivement, c'est en cela que nous invitons les jeunes à pouvoir véritablement s'intéresser à la chose publique. Vous convenez avec moi que nous sommes sur plus de 60% de la population. Mais si 60% de la population a un comportement normal,
Si tous les jeunes ont un comportement normal, c'est sûr que la société va bien se porter. Si tous les jeunes s'engagent à aller élire un autre jeune, c'est sûr que les jeunes vont prendre la place. D'où justement ce débat, cette bonne opportunité de 2020. D'ailleurs, le président Ouattara l'a dit, le pouvoir aux jeunes en 2020. Il y a des jeunes qui sont en train de se positionner, notamment un jeune comme Guillaume Soro. C'est peut-être l'occasion, non? Mais vous savez, ce qui est bon en Côte d'Ivoire, précisément, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs jeunes qui ont du talent et qui peuvent aussi diriger cette nation-là. Et donc, nous faisons confiance à tous les jeunes. Nous n'avons pas... C'est votre souhait que tous ces jeunes-là, et quand même le futur président sorte de ces jeunes? Ça sera le plus engagé? Ça sera notre souhait le plus important, le plus grand. Parce que vous voyez que les jeunes partagent, les jeunes qui aujourd'hui sont à ce niveau de responsabilité et sont mieux placés pour partager les réalités que nous avons. Et ça fait presque 30 ans et 40 ans pour certains aînés Ouattara, Bédié, qui ont quitté l'université, ça fait 40 ans, ils ne connaissent pas les réalités de l'université. Mais un jeune qui vient de quitter l'université, ça fait maintenant 10 ans quand même, il partage certaines réalités de l'université. Ou ça fait 20 ans qu'il partage quand même quelques réalités de la jeunesse. Et donc, nous disons que tant que nous aurons l'opportunité d'avoir des jeunes qui partagent nos réalités à la tête de nos États, ça sera une bonne chose pour nous. Ben déjà, sur ce point, le gouvernement Ouattara fait des efforts, non? Ces deux jeunes ministres au porte-parole là du gouvernement, vous avez Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. C'est déjà des signaux forts, non? Effectivement, c'est en cela que nous saluons. Nous saluons cette décision du chef de l'État, nous saluons cette décision, cette démarche du gouvernement de faire confiance à la jeunesse. Et donc, nous pensons que cela ne doit pas s'arrêter à ces deux personnes. Nous devons aller au-delà. Nous devons permettre à cette jeunesse-là d'avoir confiance en elle. Vous savez que, pour moi, ce qui me désole, c'est qu'au nom de ce que nos gouvernements n'arrivent pas à faire rêver cette jeunesse-là, de plus en plus, même les jeunes érudits sont obligés d'aller hors du pays pour avoir une formation. C'est-à-dire, vous voyez que dans tous les États francophones, il y a cette volonté de tous ces étudiants-là d'aller faire Campus France. Excusez-moi de le dire, mais c'est une autre forme de fuite des cerveaux. Comment dans cette dynamique-là, il n'y aura pas des jeunes qui vont se mobiliser à utiliser des voies peu honorables pour en tout cas aller à l'Occident? Si même des gens, c'est comme je prends un exemple, permettez-moi de le dire, des hommes qui sont rompus à l'art de la guerre, comme des gendarmes, des militaires, fuient comme le champ des batailles, mais ne voyez pas la ménagère en train de partir jouer le rôle de ces personnes-là. Des étudiants ou des jeunes qui sont formés dans nos universités sont obligés de fuir les universités, même fuir les États, parce qu'ils n'ont plus la chance, ou bien ils ne rêvent plus, ils n'ont pas la chance de réaliser leurs rêves dans ces États-là. Et donc, c'est un véritable problème. Donc nous disons que nos chefs d'État doivent tenir compte de cela et chaque jour que Dieu fait, doit créer les conditions pour maintenir toutes ces jeunesses formées dans nos États, ou même cette jeunesse africaine-là, permettre que ces jeunesses puissent rester et de réaliser leurs rêves dans leurs différents États. Une jeunesse qui doit réaliser ses rêves, qui doit s'assumer, s'imposer, ça commence aussi peut-être par couper le cordon ombilical, c'est-à-dire toute cette jeunesse, malheureusement, manipulée, qui travaille sous le couvert de parrains politiques, qui pense que c'est par là forcément qu'elle fera sa voix. Mais ce que je peux vous dire, de plus en plus, il n'y a plus une jeunesse manipulée. Et je peux vous le dire. Parce que cette jeunesse a compris que le plus grand intérêt ou la plus grande chance qu'elle aura, c'est elle-même s'assumer, elle-même occuper des postes de responsabilité et bénéficier de certains avantages. Et donc, de moins en moins, il y a des jeunes, il y a moins de jeunes en tout cas manipulés. Et donc, moi, je pense que... Pendant longtemps, la jeunesse ivoirienne a été manipulée par les politiques. Je dirais... Utilisée pour occuper les rues non. Pour manifester. Je voudrais que vous me donniez certains exemples pour que je puisse clairement vous dire ce que je pense de cette situation. Parce que si vous faites allusion aux événements de 2002, mais je peux vous dire que c'est juste. Là où la nation est attaquée, toute la jeunesse doit pouvoir se mobiliser pour faire barrage, pour faire ombrage aux envahisseurs. Et ça, je pense que tous les jeunes des différents États africains doivent avoir un sursaut
patriotique. Et donc, je suis fier de cette jeunesse-là qui s'est mobilisée en 2002 pour combattre auprès des institutions ivoiriennes, pour combattre auprès des institutions de l'État, pour pouvoir en tout cas empêcher que la rébellion ait raison sur les institutions ivoiriennes. Ça, je le dis, c'est clair et net. C'est pareil dans tous les États d'Afrique. Vous convenez avec moi que la peur de nos chefs d'État, c'est qu'à un moment donné, ils ont peur. Ils ne savent pas si leur jeunesse saura s'engager auprès d'eux. C'est ce qui fait que par moment, il y a certaines décisions que nos chefs d'État ont du mal à prendre. Vous convenez avec moi? Donc, il faut mobiliser ces jeunesses-là. Il faut mobiliser toutes les jeunesses des différents États africains d'être mobilisées autour de leur chef d'État. Quels pourraient être les blocages justement à la promotion de la jeunesse africaine aujourd'hui, ou particulièrement ivoirienne? Bon, moi je dis en réalité c'est le manque de confiance. Voilà, parce que de plus en plus, l'on croit que la joie, le bonheur, on touche ces deux éléments-là auprès des aînés ou des autres personnes. Donc, ça reste là le problème, justement, cette affiliation, ce cordon que les jeunes aussi ont du mal à couper pour voler de leurs propres ailes. Ça reste un problème. Effectivement, c'est un véritable problème et je pense que de plus en plus, les jeunes sont en train de comprendre. Il y a des jeunes, il y a des leaders d'opinion qui s'engagent désormais à donner quelques prérequis à ces jeunes-là, de s'assumer, de pouvoir eux-mêmes comprendre que le bonheur viendra que d'eux-mêmes. Je prends aujourd'hui pas mal de jeunes Ivoiriens qui restent convaincus que le salut viendra encore du retour de Gbagbo. C'est comme s'ils refusent eux-mêmes de s'assumer. Non, faut faire. Non, moi je ne crois pas cela. Je ne crois pas cela. Il faut faire attention. Il y a des jeunes des partis politiques et il y a les jeunes ivoiriens. Ce sont des jeunes, tout ça. Ouais, mais je voudrais vous dire que la jeunesse dans son ensemble ne croit plus forcément à un homme politique. La jeunesse croit en elle-même. La jeunesse elle-même veut s'imposer. Elle-même se donne les moyens de pouvoir être au premier rang. Elle ne veut plus rester à la traîne. Elle commence à elle-même créer des propres entreprises pour créer de la richesse pour elle-même et pour l'État. Et du moment que cette jeunesse a compris cette réalité-là, et donc pour nous, ce n'est pas le fait de nous attacher à une personne politique qui fera de nous des personnes, en tout cas érudites, ou bien des personnes qui seront satisfaites. D'accord. Donc c'est une jeunesse désormais engagée, qui a compris son rôle et qui entend s'assumer. Effectivement. Nous sommes en fin d'émission. Vous allez me dire ce que vous pensez de Blé Goudé. Blé Goudé, c'est notre ancien secrétaire général. Et pour nous, qui a démontré combien de fois notre organisation devait se mettre au-dessus ou bien réussir à surmonter certains obstacles. Et je pense que pour nous, c'est une fierté. Et donc, pour notre organisation, Blé Goudé est une fierté. Guillaume Soro? Guillaume Soro, c'est pareil. Il est venu à la tête de notre organisation pendant que la situation était difficile. Il a réussi à recoller les morceaux aujourd'hui. Et Guillaume Soro, en tant qu'ancien de l'organisation, pour nous, c'est quelqu'un aussi qu'on apprécie. Pour terminer, le président Alassane Ouattara? Le président Alassane Ouattara, nous disons merci. Merci pour tous les efforts pour l'école ivoirienne. Et dès son arrivée, il y a eu beaucoup d'efforts. Mais en même temps, nous disons que nous avons besoin que tous nos problèmes puissent trouver solution. Et nous avons évoqué un certain nombre de points de revendication. Nous invitons le chef de l'État à pouvoir apporter des réponses appropriées à ces revendications-là parce que nous pensons que le développement ou l'émergence souhaitée par lui-même sera possible qu'après une bonne formation de la jeunesse ivoirienne. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je recevais pour vous Assi Fulgence Assi. Il est le secrétaire général de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne et un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de la ville d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir.